Hey, bienvenue dans votre trio économique avec Vincent Geloso, l'homme qui tweet avec des notes de bas de page. Ça, c'est un Son fait trademark. caractéristique. C'est son trademark. Moi, j'adore. Ouais, c'est ça. Exact. Ben, tu fais du bon stock, Vincent. Tu fais du bon stock. Faut que je te le dise. C'est fou la quantité de choses intelligentes que tu es capable de dire dans une journée. Je suis vraiment impressionné pour vrai. C'est pas lisable, mais qu'est-ce que c'est intelligent? Lave-là. J'étais là. Ça fait 17 secondes que je reçois des compliments. Là, Ouais. c'est Mais tout ça, à fait anormal. Ouais. Et ça, c'est vraiment les compliments à l'ancienne. Oui. Ouais. Moi, quand j'ai accepté l'idée il y a longtemps que la meilleure marque d'amitié, c'est quand un ami t'insulte. Quand mon ami m'appelle pour me dire « Hey, face de cul, comment ça va? » Ça me fait chaud au cœur. Ça serait malade que cet ami-là, ce soit Guillaume Clich-Foulard. Guillaume Clich-Foulard, en fait, ouais. c'est un foulard. C'est un ami personnel. C'est un ami que j'aime énormément. Et quand je lui parlais, je n'ai pas parlé depuis maintenant, je te dirais 5 ans, mais quand je lui parlais avant, je l'appelais Chochotte. OK. Bon, puis lui, il disait « Ah, t'es lourd, Geloso, t'es lourd. » C'est pas tort. Il a absolument raison. Je suis 100% d'accord avec un gars. D'ailleurs, j'ajouterais que des 12 députés de Québec solidaire, c'est probablement celui qui est le plus capable de parler à des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. OK. C'est probablement celui. C'est un de ceux, honnêtement, qu'à date, quand j'ai vu passer des trucs sur lui, j'ai pas lu ça en me disant « OK, lui, il est spécial, pas à peu près. » Ce qui est souvent ma réaction quand je vois, mettons, je sais pas, à tout hasard de même, mettons, Arun Boisy. Lui, j'ai... Ouais, il y a des gens avec qui tu te dis, si je pouvais choisir avec qui passer de la soirée, il ne serait pas sa liste. Arun Boisy, c'en est un, mais tu sais, 94 des députés de la CAQ aussi sont sur cette liste-là. 93 maintenant, parce que Yuri est sorti, fait que je lui pardonne. Ouais, c'est ça, il a expié ses péchés. Mais dans les députés de Québec solidaire, Guillaume Clich-Rivard est au top de la liste des gens avec qui j'aurais pas de problème à passer du temps, même, je suis sûr que j'aurais beaucoup de fun. T'es pas fin pour Vincent Marissal. Non, mais aujourd'hui, on va être vraiment... Je le connais pas assez. En fait, Vincent Marissal me laisse d'une indifférence totale. Parfait. Je le vois, puis je vois une page blanche. Aujourd'hui, on vous parle de quelqu'un qui ne nous laisse pas indifférents, évidemment. On en a parlé dans des podcasts passés. Et là, on a décidé de faire le podcast au complet sur cette personne-là. C'est Jean-Luc Miguet. Alors, Vincent, it's all yours, ton podcast. Présente-nous, Jean-Luc. Ben écoute, en fait, plus précisément, j'avais envie qu'on y aille avec un de ses livres qui est assez... Le titre est absolument clair. Et ce qui est absolument triste de ce livre-là, c'est que tu le lis. Puis quand je l'ai fait la relecture, parce que j'avais déjà des notes dedans, et il est encore à jour. C'en est malheureux. J'ai même des citations que je vais pouvoir vous sortir. Puis vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais le titre est très clair. En quelle année? 98. Ah, un autre vieux livre qui vieillit bien. Oui, écoute, 24, rendu à 34 ans. Non, 24 ans, excuse-moi. J'ai de la difficulté. Économétrie, hein, Vincent? Écoute, si je continue de même... 26 ans. Hey, je fais juste vous lire une phrase de je pourrais travailler à Radcan si je continue de même. Hey, je fais juste vous lire une phrase. On était deux de faire un calcul. Le début de l'avant-propos, les gars. Mais attends, on n'a pas dit le titre. Oui, étatisme et déclin tranquille du Étatisme Québec. et déclin du Québec, un bilan de la Révolution tranquille. Il faut quand même admettre que juste le titre, étatisme et déclin. Juste dire dans les années 90 au Québec, étatisme, puis le dire comme c'est presque une maladie, c'est quand même assez impressionnant qu'il ait réussi à trouver une maison d'édition qui voulait même le sortir. Écoute, je vous lis juste un petit début dans l'avant-propos, donc c'est page 21. Dans l'espoir d'apporter notre humble contribution au renversement de cette tendance étouffante, nos réflexions abordent dans une perspective non collectiviste. Déjà, juste amener ce mot-là dans le langage commun, honnêtement, c'est déjà en 98. En 98. Quelques-unes de la myriade de questions qui retiennent l'attention de l'honnête homme. Et ce faisant, nous prétendons faire œuvre originale dans un milieu emprisonné dans le schéma politico-bureaucratique qui a présidé à la Révolution tranquille. Qu'il s'agisse de l'État-providence, des innombrables réglementations,
des budgets publics déchaînés, du commerce international, du nationalisme québécois ou canadien, du fédéralisme ou de la multitude d'initiatives redistributionnistes qui pèsent sur l'économie et la société, notre souci sera d'inscrire ces questions dans un schéma analytique propre à promouvoir l'épanouissement de l'individu et le progrès social. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je ressens de l'amour pour un homme. J'ai même pas réussi à faire cette liste-là. Mais écoute, Jean-Luc Miguet, là, écoute, juste déjà, on peut voir un peu ça va être quoi le ton. Puis Jean-Luc Miguet, c'est quand même une créature d'une autre époque au Québec. C'est quelqu'un qui a clairement été au collège classique, qui a clairement été dans la vieille tradition. Son écriture est d'un style qui n'est plus celui qu'on voit aujourd'hui, mais c'est quand même aussi de la première génération de Québécois qui vont étudier à l'étranger et qui reviennent au Québec par la suite. Parce que tu en as des Québécois qui sont devenus des superstars académiques ou des superstars dans des domaines artistiques, mais qui sont restés à l'étranger après avoir reçu une certaine... Donc, lui, il fait, en 53, de ce que je comprends, il fait son cours classique à l'Assomption. Là, c'est une belle place. Donc, c'est le comté de François Legault. Oui, Penses-tu qu'il mangeait squick ou en croche? Je ne sais pas, il faudrait lui demander. Quelques années plus tard, il obtient une maîtrise en économie de l'Université de Montréal. Et c'est ensuite, comme tu dis, qu'il part à l'étranger. De 58 à 60, il est étudiant à la London School of Economics. Et en 68, il reçoit son doctorat dans son PhD en économie de l'American University of Washington. Mm-hmm. Donc, voilà pour la petite histoire. Il est aussi impliqué là, dans ce qu'on appelle le complot de la Société du Mont-Pèlerin, dont on a déjà parlé. Donc, ça, c'est c'est l'an zéro du grand complot libertarien dans lequel... Going strong since 1947. C'est ça, 1947, dans la salle de bain de Pierre Lemieux. C'est là que tout a commencé. Et qui... Non, c'est son salon. Son salon, excuse. Son salon. Et c'est depuis que le Québec croule sous la domination du néolibéralisme. Exactement. Je suis sûr qu'il y a des gens de gauche qui croient ça pour vrai en passant. Là. En fait, on a été exposé. André Noël. On a été exposé à ça plusieurs fois, mais c'est toujours une variante de ça. Puis généralement, en fait, la chose qu'André Noël et les autres oublient souvent, c'est qu'ils oublient de dire le mot anglophone. Parce qu'il faut dire que c'est clairement des anglophones qui veulent réassujettir au statut de porteur d'eau les Canadiens français. Mais il ne faut jamais oublier ça. Donc, Jean-Luc Miguet, membre de ce grand complot, est aussi un chercheur de très haut calibre, dans le sens qu'il a contribué à des articles dans des top revues de la profession. Journal of Law and Economics, Public Choice, Canadian Journal of Economics, Bell Journal of Economics. C'est quelqu'un qui contribue dans les grandes revues de la profession, contribue des articles qui sont cités c'est Monsieur Théorie des choix publics, Jean-Luc Miguet. Exactement. Lui, il est là au début de la théorie des choix publics. En fait, il y a quelques semaines, on avait les documents, parce que James Buchanan, qui était le Nobel en économie de 86, était ici à George Mason. Et il est mort en 2013, mais on a encore ses papiers, on a encore sa collection. Et j'ai été voir l'index des items dans sa collection. Ça inclut la correspondance. Il a des lettres de Jean-Luc Miguet avec qui il a correspondu. Donc, il a échangé avec Jean-Luc Miguet. Il faut comprendre que ça, c'est l'époque du pré-courriel. Donc, je n'ai pas été regarder les items, mais je pense qu'il y avait 3 ou 4 items qui incluaient une correspondance avec lui. 3 ou 4 items, ça veut dire peut-être 2 réponses. Une sollicitation, une réponse, une re-réponse et une conversation finale, ou la même chose, mais en 2. Là, es-tu en train de dire que quand on s'adresse à des professeurs d'université par courriel, tout ça, ça peut se ramasser dans des archives à quelque part? Je ne pense plus avec les courriels parce qu'on les délite, nos courriels, mais dans le temps, si tu parce que là, je vais arrêter de t'écrire. Écoute, jamais je trouverais intéressant ce que tu dis, Yann. Depuis tantôt, tu m'en sors des compliments. Moi, non seulement je ne les garderais pas, mais en fait, je les imprimerais, je les mettrais dans un beau tableau, puis je les mettrais devant ma porte pour que tout le monde voit la piètre compagnie que je tiens. Mais, trêve de plaisanterie, Jean-Luc Miguet correspond avec Buchanan, répond à Buchanan. Donc, pas un ticoun.
Le seul point que j'essaie de faire, c'est pas un ticoun, Ah c'est ouais. un grand chercheur. Et, tu sais, Frank a Ben, dit c'est un des plus grands universitaires québécois, pour vrai. Là. oh, oui. Tu sais, on parle souvent des noms qui reviennent, là, qu'il y a des gens qui ont des pavillons à leur nom dans les universités, là, notamment le père d'Adrien Pouliot à Québec, à l'Université Laval. Mais, tu sais, Miguel, c'est ça, c'est un gros nom. Tu as parlé de ses articles, mais aussi écrit très rapidement des bouquins. Donc, en 71, le Québec d'aujourd'hui, regard universitaire, le prix de la santé avec Gérard Bélanger en 72, le prix du transport au Québec en 78, l'économiste et la chose publique en 79, C'est probablement un de ses meilleurs livres. le monopole public sur l'éducation, l'économie politique de la médiocrité. J'adore le titre. Federalism and Free Trade. Une société sclérosée quand le mal européen gagne le Canada en 94. Étatisme et déclin du Québec, dont on va parler en 99, mais je ne sais pas 97, première édition, 99, en tout cas, peu importe. Le monopole de la santé au banc des accusés en 2001. Hey, en 2001. On parle encore de ça avec l'autre qui a un gros nez rouge 25 ans plus tard. Ben, Santé publique, santé en danger en 2005. Et ça, c'est, je pense, son dernier bouquin qu'il a publié. Ben écoute, il faut quand même, tu vois la chose, puis regarde, si tu regardes les dates, puis tu regardes les titres, puis son année de naissance, ce que tu vois, c'est que le gars, il est né en 33 à peu près. C'est pas. Quand tu arrives dans les années 90, il y a une longue carrière derrière lui et il est prêt à pouvoir parler avec beaucoup plus de connaissances encyclopédiques. Fait qu'il commence à exprimer des opinions qui ne sont pas juste des trucs purement économiques. Donc, tu sais, il fait la synthèse de plusieurs choses, il assemble toutes les idées sur lesquelles il a travaillé dans sa vie, puis ça commence à donner les livres qu'il a donnés. Puis je pense que celui dont on parle aujourd'hui, L'étatisme et le déclin du Québec, c'est, selon moi, sa pièce maîtresse de cumul de toutes les choses qu'il a faites. Puis si tu vois que c'est un livre d'une personne qui a maturé intellectuellement, ce qui est plus frustrant quand tu le lis, c'est que ben, ça reste encore d'actualité. Tu sais, c'est un livre de... Là, apparemment, je me suis trompé sur la date. C'est pas 98, c'est 99. J'ai inversé 2 dates. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, là, mais j'avais toujours en tête que c'était 98, mais je suis sur l'imprimé sur la deuxième page et c'est écrit 99, dépôt légal du premier trimestre de 99. Fait que c'est moi qui s'est trompé. Hey, j'ai trouvé une vidéo 4 minutes de lui. Voulez-vous qu'on le mette un peu à l'écran, que les gens voient sa face, justement? Oui, bonne idée. Ouais, une petite vidéo de 4 minutes. Je ne sais même pas si c'est bon, mais on va pouvoir voir de qui on parle exactement. Les gouvernements, contrairement à la perception qu'on colporte chez nous, là, on vit dans une culture étatiste. Nous, au Québec, là, les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'on est tellement pénétré de cette perspective qu'on la pense naturelle. Mais en réalité, c'est une culture étatiste, c'est-à-dire qui perçoit naïvement l'État comme l'instrument pour maximiser le bien commun. En d'autres termes, là, comme si l'inspiration... Mais ça, c'est une vision, c'est une vue purement... comment dirais-je, c'est une vision parfaitement angélique de l'État. Ça n'a rien à voir avec les gouvernements réels. Puis surtout, c'est que ça n'a rien... Pourquoi est-ce qu'on croit que nos gouvernements, fussent-ils démocratiques, ce qui est déjà un avantage quand même, maximiseraient le bien commun? Les gouvernements ne font rien de ça. Les gouvernements, ils obéissent aux règles du jeu qui les régissent. Hein, c'est-à-dire, puis qu'est-ce que c'est les règles du jeu? C'est le processus électoral. C'est ça qui est sa vertu, justement. Alors, qu'est-ce que ça prédit, ça? Mon Dieu. Ça prédit que... Peux-tu mettre pause 2 secondes? Tu peux-tu voir à quel point, je veux juste souligner pour les auditeurs, à quel point je ne suis pas original dans les choses que je dis. Je suis original pour le Québec, mais Jean-Luc, là, si tu avais juste donné le verbatim de ça, les gens qui nous écoutent régulièrement auraient pu penser que c'est moi qui dis ça, alors qu'à l'exception du fait que son français est beaucoup plus soigné que le mien,
Ouais, mais c'est ça, le c'est ce que le Québec produisait de mieux avec le cours classique, là. Un français impeccable, impeccable. Juste des tours l'utilisation du fustile. fustiles. Il n'y a juste plus personne qui parle comme ça là, Exactement. en 2024, mais quelque chose qu'on a foutu aux poubelles au nom de la Révolution tranquille en passant, là, Puis qui était peut-être. ça donne vraiment le goût là, de ce qui s'en vient dans le livre. Là, quand on va commencer à expliquer pourquoi vous devriez essayer de vous trouver une vieille copie de ce livre-là, ou du moins quand le dépôt, quand les dates de prescription seront terminées, qu'il faut trouver une manière de remettre ça dans le domaine public. Mhm. Ben, il y a 91 ans, M. Miguet, évidemment, mais vous voyez que c'est une version d'une autre époque de Vincent Geloso. Le travail qu'il faisait dans le temps, c'est un peu ce que tu essaies de faire dans nos médias traditionnels aujourd'hui quand même. Là. Oui. Souvent, on assistera à ce qu'on appelle la dictature de la majorité. Ouais. Ça veut dire que comme la règle du jeu première, pas la seule, mais la règle du jeu première de la politique, c'est la majorité, ça veut dire qu'un gouvernement qui sait gagner des élections va d'abord viser à privilégier la majorité. Alors la majorité fait des revenus, disons, faibles relativement à la moyenne. Ça veut dire que les politiques auront pour objet unique de redistribuer la richesse en faveur de cette majorité-là, non pas de maximiser la richesse, non pas d'augmenter la croissance. D'être efficace, ce n'est pas une considération importante pour un gouvernement. Sa première considération, c'est de redistribuer la richesse à ceux qui l'élisent, c'est-à-dire la majorité. Or ça, dans les faits, c'est comme ça qu'on explique les régimes universels. Hein. C'est comme ça qu'on explique l'espèce de prédilection là, que même qu'une majorité, je dis bien, affiche vis-à-vis les monopoles publics de la santé, les monopoles publics de l'éducation, parce que c'est pas de la compassion, c'est pas le souci de partager la richesse qui inspire cette position-là. C'est que la majorité veut se faire payer des services par la minorité qui fait un revenu un peu plus élevé que le sien. C'est ça qu'elle sent. Hein? Donc, c'est une gigantesque fourberie d'affirmer que, que c'est la compassion qui inspire, disons, la santé socialisée et les monopoles publics de l'éducation. Ça n'a rien à voir avec la réalité des choses. Bon, la deuxième dimension, c'est que les gens, donc la majorité, est plutôt apolitique. Hein? C'est-à-dire qu'il existe ce qu'on appelle, nous, en économique, l'ignorance rationnelle. Il serait bête pour chacun d'entre nous d'acquérir beaucoup d'informations sur les politiques, hein? De se renseigner sur l'impact des politiques vis-à-vis nous, à part quelques-unes particulières. Pourquoi? Parce qu'on n'y peut rien. De toute façon, on est un individu qui votons sur X millions, et par conséquent, qu'on soit informé ou pas, qu'on vote bien ou qu'on vote mal, ça ne changera rien au résultat. Donc, chacun doit se dire qu'il doit minimiser l'effort qu'il accorde à la compréhension des politiques puis à l'information politique, ce qui est conforme aux faits. Hein. Les gens ne connaissent même pas le nom de leurs députés, très souvent. Puis, ils seraient incapables de désigner, de donner, d'expliquer le sens d'une politique pour lui. Puis c'est normal, parce qu'encore une fois, ça coûtera horriblement cher de se renseigner, alors que la contribution qu'il pourrait apporter à la réalisation de ce objectif-là, c'est zéro, c'est rien du tout. Donc les gens sont apathiques, sont apolitisés, les gens ne participent pas à la vie politique parce que ça n'en vaut pas la peine. Mais ça ouvre la voie, ça, à l'intervention des gens qui sont des groupes qui sont stratégiquement placés, les groupes d'intérêt. C'est ça qui explique la domination des groupes d'intérêt. Hein, parce que un organisme qui est déjà en place, disons, le secrétariat de la CSN ou de l'Association des manufacturiers canadiens, ils sont déjà en place, là. De s'adonner à l'activité politique, puis à la propagande, puis à la promotion de leurs intérêts, ça coûte presque rien, hein, parce qu'ils ont déjà un organisme en place. Et par conséquent, ça va vouloir signifier que les décisions politiques vont être dominées par les gens stratégiquement placés, les groupes organisés. Hey, c'est-tu bon? C'est- J'aurais écouté ça pendant 3 heures de temps. Moi, Moi aussi, je Vidéo savais économique avant le temps, là. c'était le contenu de plusieurs choses qu'on dit dans le trio sans inclure les steaks, là. Parce qu'il n'y a pas de mention de steak, ni de eggs, ni de cigares, ni de... Plus classique également, là. Oui, c'est ça. Ouais. Il y avait quand même un certain niveau de décorum chez Jean-Luc. Mais là, le livre. Mais juste avant que tu rentres, le point qui fait sur l'ignorance rationnelle, c'est quelque chose de... J'en ai déjà parlé dans mon podcast, c'est que
Il vient expliquer, en gros, parce que c'est une tendance qu'on a des fois par frustration de dire, voyons, les gens sont donc bien épais, ils savent rien. Tu sais, comment ça que tu demandes à... Puis tu sais, c'est pareil partout en passant. C'est pas un truc spécifique au Québec. J'ai vu des vox pop pendant la campagne américaine où des gens se promenaient dans la rue et disaient, pensez-vous voter pour Trump ou Harris? Et il y a un gars qui répond un moment donné, puis tu comprends dans sa réponse qu'il pense qu'Harris est un homme. Il n'a même pas assimilé, lui, parce que la personne n'a pas dit Kamala Harris, il a dit Harris ou Trump. Et là, le gars, il veut comme faire comme si il sait de quoi il parle, puis il dit non, Harris, lui, je l'aime pas, tu sais. Ou telle affaire. Fait que tu comprends qu'il pense que c'est un homme. Et lui, ce que Miguel vient dire, c'est ben, ces gens-là, en fait, qui consacrent peu, voire pas de temps à cultiver des informations, à récolter de l'information politique. En fait, c'est pas qu'ils font ça parce qu'ils sont caves ou parce qu'ils sont moins brillants que vous autres ou whatever. Ils le font de manière rationnelle parce qu'ils considèrent intuitivement, sans faire un grand processus mental, que c'est de la perte de temps pour eux parce qu'ils n'ont pas de contrôle là-dessus. Ben, Donc, c'est pour ça que je vais ajouter quelque chose, puis on reviendra au livre, mais parce que ça vaut la peine d'être ajouté. Quand on parle de l'ignorance rationnelle, il y a deux aspects à ça. La première, c'est que c'est rationnel dans le sens que tu dois faire d'autres choses de ta journée. Et si tu ne veux pas passer que du temps à faire de la politique, ça veut dire que tu ne produirais rien, que tu ne ferais rien d'autre, et ton effet étant minimal, ben, ça ne vaut pas la peine. Donc, son point du rationnel est important, mais ça vient avec un autre truc. Il y a une phrase qui a dite, et je ne suis plus capable de me rappeler exactement de la formulation, mais qui est très importante pour les gens en théorie des choix publics, c'est que l'importance du vote augmente si tu réduis le domaine sur lequel on vote. Et quand je dis le domaine, c'est le nombre de choses qu'on doit voter. Si tu dois voter sur tous les aspects de la société en même temps qui doivent se résumer dans 2 parties, ben, c'est beaucoup trop complexe. Donc, les gens vont être encore plus apathiques. Mais par contre, si tu limites l'acte de voter à des questions simples, genre un référendum sur une question précise. exactement. Donc, que les enjeux sont clairs, les enjeux sont bien déterminés, qu'il n'y a pas d'overlap entre plusieurs choses, les gens vont être plus intéressés à participer. Donc, c'est assez important, dans ce cas-ci, de réduire le domaine du politique. Tu ne voudrais pas qu'une élection se vote sur la nationalisation de tout versus la nationalisation de tout qui est un peu différente d'autres choses, ou que là, tu te retrouves avec des choix qui sont tellement intenses, qui ont tellement d'aspects dedans, que ça ne vaut juste pas la peine de le faire, alors que la question plus simple de est-ce que vous voulez quitter le Canada, oui ou non, ben, il y a une raison pourquoi au référendum, ça a commandé autant de participation, parce que les gens trouvaient que la question était simple et donc était compréhensible et c'était facile de se faire une opinion sur ça parce que tu avais juste ça à penser. C'est quand même assez impressionnant qu'il a réussi à tout dire en 4 minutes et demie, c'est ça, Yann? C'est quand même c'est quand un même homme d'un intellect une bonne supérieur. Et quand tu votes aussi sur un enjeu très précis, supposons que votre municipalité fait un référendum municipal et la question c'est êtes-vous en faveur qu'on permette aux gens de construire, même dans des zones résidentielles, des immeubles de quelques étages, nommément un nombre X, OK? Ben, tu as l'impression, si tu vas voter, que ça va avoir une incidence directe sur une politique concrète. C'est-à-dire, tu te dis, moi, je veux pas qu'il y ait ça à côté de chez nous, donc je m'en vais voter contre. Moi, je veux qu'il y ait ça à côté de chez nous, je veux faire ça, je m'en vais voter oui. Et j'ai bon espoir que si 65% des gens votent en faveur, ben, ça va se passer. Or, quand tu votes pour un gouvernement à une élection générale, tu as toujours un peu l'arrière-pensée que de toute façon, ils feront probablement même pas la moitié de ce qu'ils ont dit. Ce point-là que j'aime pas, de toute façon, c'est peu probable que ça se réalise. Mais si c'est une question, ben, il y a fort à parier que ça va se faire. Là, en tout cas, qu'il va avoir une incidence directe. Donc là, ça devient rationnel de s'y intéresser. Parce que tu dis la probabilité que ça se produise est élevée. Oui. Je vois pas qu'est-ce que je peux rajouter de plus intelligent à ça, mais ce qui est assez triste, puis là, je force le retour au livre, là, mais le livre a 12. Il y a quand même beaucoup de chapitres. Il y a 16 chapitres. Okay? Donc, il y a 16 chapitres au livre. Les
deux premiers, c'est ceux qui ont fait le livre que moi j'ai publié. Donc, ils ont motivé mon livre du grand rattrapage au déclin tranquille, c'est-à-dire qu'il fait Le bilan. fait un bilan et un tableau. Puis après, les autres chapitres, un par un, il y en a qui sont beaucoup plus courts, comme il y en a un ici de l'étatisme et le problème urbain, qui est un de mes préférés. Ça vaut la peine moi, je vais en parler un petit peu de celui-là. Mais Mon c'est tout préféré, moi, après c'est ça. l'avant-dernier. Oui, je sais lequel tu parles. Les auditeurs vont l'aimer aussi. Mais quand Miguel, après ça, chacun des chapitres, c'est déclinaison sujet par sujet de l'étatisme québécois et les dommages que ça cause à la société. Fait que, tu sais, juste pour donner aux gens un goût. Chapitre 4, après le bilan de l'interventionnisme, puis de tout ça. Donc, en fait, c'est les 3 premiers chapitres, excuse-moi, qui ont fait mon livre. Chapitre 4, la nécessité de contenir les monopoles publics. 5, la réglementation du marché du travail. 6, culture, langage et politisation. 7, État-providence. 8, fédéralisme, le fédéralisme contre l'étatisme. Puis ici, il ne parle pas du fédéralisme comme anti-souveraineté, mais la division des pouvoirs des gouvernements. Donc, les gens votent avec leurs pieds. Balkanisation de l'économie canadienne par la centralisation. L'étatisme et le problème urbain. Le fédéralisme par le libre-échange. Angélisme politique ou logique de la politisation. Moralité du capitalisme et distribution de la richesse. Assise méthodologique de la révolution tranquille. L'impossible organisation centrale de la société ou la chimère de l'État planificateur. Finalement, dans le néolibéralisme, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Non, exactement. Au moins c'est là depuis 99 au Québec. Puis précepte institutionnel, puis ça, c'est un peu ce que lui dit qu'il voudrait qu'on fasse. C'est quoi la réception de Jean-Luc Miguel à l'époque? Je veux dire, c'est une époque où est-ce que je ne suis pas la politique du tout. Là. On est dans les années 80, 90, évidemment. C'est un peu dur pour moi de la suivre en 81, là, quand je suis né en 84, on s'entend. Ben, c'est drôle que... On a raison. Mais c'est quoi vraiment la réception de Jean-Luc Miguel dans les médias? C'est-tu un peu comme toi, une apparition de temps en temps dans un débat avec Daniel Breton? Ou ben non? Je te dirais que ça ressemble, en termes d'influence, j'ai beaucoup plus de portée que Jean-Luc Miguel. Il était plus caché encore que ce que toi, tu peux faire. Là, exactement. Parce que là, regarde, avant l'entrevue, j'ai été sortir sur la BANQ le nombre de mentions de Jean-Luc Miguel dans toutes les archives de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la section numérique, dans revues et journaux. Et pour te donner une idée, le nombre de textes d'opinion que j'ai écrits, okay, donc que moi j'ai signé, pas des mentions de moi, pas des entrevues, pas des chroniques médias. Juste des textes. Juste des textes qui mentionnent ou sont signés par Jean-Luc, 734. Okay. Donc, moi, c'est 500 à peu près que j'ai écrit dans toute ma carrière. Et Jean-Luc, sur une carrière beaucoup plus longue, et je pense beaucoup plus... Si je pouvais avoir la moitié du succès académique de Jean-Luc Miguel, je serais heureux en termes de Parce qu'il était productif aussi en termes de papier académique de son côté? Ben, il publie moins que moi, mais l'influence, je pense, ses papiers étaient vraiment... Plus je pense cité, que son plus cité était à peu près 1000. Je pense son plus cité. Mon plus cité à moi présentement, c'est sûr, tu sais, qu'il y a une question de temps accumulé. Son plus cité a commencé en 74. Puis, tu sais, l'idée, c'est pas de mettre les engins sur la table et de mesurer la longueur. L'idée, c'est plus de montrer, tu sais, vous êtes habitué à la productivité à Vincent, vous connaissez un académique qui a un certain niveau de productivité, qui travaille, qui publie, ainsi de suite. Ben, l'idée, c'est de vous aider à représenter qu'est-ce que Jean-Luc Miguel, à son époque, pouvait représenter dans un autre contexte, évidemment. Exactement. Puis je le dis aussi de la perspective que je pense Jean-Luc plus important à la transmission des idées libérales que moi, je le suis ou que je l'ai été dans ma totalité. Et le nombre, l'attention que Jean-Luc a eue est nettement en dessous de ce qu'il aurait dû recevoir. En fait, tu peux trouver des articles qui sont généralement hostiles à Jean-Luc. Donc, par exemple, j'ai ici Le Soleil 1993, 10 août 1993, et tu remarqueras l'utilisation du langage. Encore une fois, la stratégie n'a jamais changé depuis. Apôtre de la liberté individuelle. Mais les autres écrivaient un E dans ce temps-là. Maintenant, c'est un A, là, mais dans le temps, c'était un E.
Oui, c'est ça. Fait apôtre de la liberté individuelle, certes le plus précieux et sans lequel on peut apprécier tous les autres, Monsieur Jean-Luc Miguet prétend, tu vois, trouver les fondements des révolutions américaines et françaises. Et le reste de l'article est C'est le même vraiment, playbook. c'est exactement, ça n'a pas changé énormément. Pas particulièrement hostile, mais clairement, tu sais. Mais en 2024, Jean-Luc Miguet ressuscite à 22 ans puis recommence sa carrière. La seule différence, c'est qu'on dit que au lieu de dire que c'est un apôtre de la liberté, on dit que c'est un apôtre de la liberté. C'est la seule différence. Oui, exactement. Mais tu sais, c'est vraiment infamant, ça, être un apôtre de la liberté. Là. Oui, excuse-moi, si tu me donnes le choix, je vais être un apôtre de la liberté et non pas un apôtre de la censure, du contrôle puis de l'absence de liberté. Oui. Il y avait la même chose aussi en pas, passant. là, mais... T'en as des drôles aussi dans le Devoir. Il y avait un article de 2000 qui dit qu'il prend une quote de Devoir, le Devoir intime, et qui prend une quote de Jean-Luc et la personne qui écrit la lettre écrit « Ouf, que de gros mots ». Le docteur Miguet schématise à outrance et s'égare dans une fiction historique ultralibérale. Attends un peu. Là. Comment qu'on fait pour dépeindre un intellectuel de ce calibre-là d'une manière aussi basique et répugnante, disons-le? Là. Je le sais pas, puis je pense que c'est plus la stratégie habituelle de « j'ai pas envie de devoir c'est sérieusement... » l'homme de paille, là. C'est l'homme de paille, tu t'ostines pas. Mais le point que j'essaie de faire, c'est à quel point les choses n'ont pas changé. C'est pareil. Parce que c'est la même réaction que moi j'ai. C'est tout le temps « Monsieur Girozo, vous êtes radical. C'est très radical ce que vous dites. » Oui, on l'a vu avec Daniel Breton. C'était tellement radical que tu as eu raison à peine un an plus tard puis que lui était dans le champ. T'sais. Mais écoute, je le prends encore. Je suis très content de la situation, étant donné que c'est plate pour le contribuable québécois. Mais comme je n'en suis plus un, je n'ai aucun problème à avoir eu raison ici. La facture d'avoir eu raison, c'est moi puis Frank qui paye. C'est toi puis Frank qui paye. J'apprécie les gars que vous frontez pour moi, mais... Mais tu sais, dans ton positionnement, qui soit radical ou modéré, c'est toujours relatif au point auquel par rapport auquel tu te situes. T'sais, c'est sûr qu'à Cuba, quelqu'un qui propose d'implanter le modèle québécois, il est à droite. Là. Ben oui. Il est très à droite, là, parce que tu te dis, OK, lui, il veut permettre aux gens d'avoir leur entreprise. Il veut que ce soit pas totalement l'État qui contrôle tout. Il veut, tu sais, donc, c'est par rapport au point à laquelle tu te situes. Par contre, si tu dis que tu veux implanter le modèle québécois dans un, je sais pas moi, dans un État aux États-Unis ou, mettons, chercher un État... Tu vas être considéré comme très à gauche. En fait, tu vas être un genre de Bernie Sanders. Donc, tout a toujours rapport avec le point central auquel on se situe. C'est pour ça que toi, tu peux passer pour un radical, mais en réalité, c'est par rapport à la société dans laquelle tu inscris ton discours. Parce que sinon, si on te met dans une autre société, ça va être le point de vue centriste moyen, mettons. Oui, Jean-Luc Miguet est un outlier au Québec parce que le Québec est un outlier. C'est plus ça la manière que moi je le vois. Mais écoute, juste pour les auditeurs, là, des quotes pour dire à quel point, quand je dis que ça n'a pas changé, chapitre 3, page 45, il décrit le Pierre Fitzgibbon médian. Il s'abstiendra d'opter pour des politiques industrielles factices. Cette prétention des politiciens et des bureaucrates de chez nous de pouvoir dépister les industries d'avenir. Il s'abstiendra enfin de perpétuer les entreprises déclinantes dans les vieilles industries. Déjà, tu vois que c'est la même chose avec laquelle on a eu à composer par le passé. Un autre truc qui fait un inventaire de toutes les politiques fiscales qui ont été déployées pour aider des industries au Québec. Il en fait une liste, là, tu te retrouves avec des trucs que je n'avais même pas idée moi-même qui fait ça, que ça existait. Excuse-moi, j'ai perdu la page en bougeant. Il y avait, et le voilà, les programmes d'infrastructure et de promotion technologique comptabilisés à 4 milliards entre 1976 et 1999 pour Challenger,
que je ne savais même pas c'était quoi, Canadair, Haviland, Bombardier, Hibernia, le programme de transport des céréales de l'Ouest. Il fait une liste des choses. Il met les montants et la quote, encore une excellente quote. Le fétiche de l'État capitaliste, de l'État levier, inspire encore l'intelligentsia et les gouvernements de chez nous. Pour le malheur de l'économie québécoise, le tiraillement qui déchire traditionnellement la gauche, ce n'est pas une joke, il a mis la gauche dans son titre, entre l'anticapitalisme et le nationalisme, c'est finalement soldé par la victoire du capitalisme d'État national, moins la concurrence. Oh. Est-ce que c'est c'est succulent. J'ai un sourire d'en face parce que c'est drôle de lire ça, mais en même temps, c'est du rire jaune parce que c'est exactement la même chose que je pourrais dire aujourd'hui qu'on a un État qui essaye avec... En fait, je pourrais reconnaître, si tu ne m'avais pas dit la date, j'aurais très bien pu penser qu'il décrivait l'ancien ministre du Développement économique, dans le temps, le ministre de l'Industrie. Tu remarqueras qu'il appelait ça, à quelque part dans le livre, il appelle ça le ministre de l'Industrie, ce qui était le nom dans le temps, qui est encore le nom, je pense, au fédéral. There's still the Industry Department. Il pourrait juste changer ça et appeler ça le ministre des Subventions. On sauverait du temps, me semble. Ben, en fait, j'ai pas vraiment envie de m'ostiner avec cette suggestion-là. Je la trouve absolument pertinente. Mais écoute, c'est quand même des choses qui sont délicieuses du fait qu'il les met. Et tu vois, il y a une section sur le problème urbain. Et ici, tu vois les modalités de ces tentatives de monopolisation. Et par ici, il décrit les tentatives des villes d'avoir plus de contrôle sur l'activité économique. Par la centralisation sont multiples et pas encore toutes définies. Tantôt, on propose la répartition régionale du fardeau fiscal et des équipements. C'est l'option retenue par l'administration Bourque dans un appel récent à l'alourdissement fiscal pour les banlieues. On reconnaît des choses de l'administration Plante. Tantôt, l'intégrationnisme prend forme d'implantation de super organismes centraux, Santé Québec, de prétendue harmonisation. Différentes versions de ce modèle sont proposées par le groupe de travail sur Montréal. Même l'Union des municipalités flirte avec le concept de mécanisme de concentration. La même chose. C'est les mêmes choses. Les exemples que tu lis avant que je te laisse en donner un autre, en fait, je pense mettre vraiment en lumière un truc que tu as dit plusieurs fois dans le podcast, qui est l'importance des règles et non pas celle des acteurs qui jouent avec les règles ou composent avec les règles. Pourquoi je dis ça? Il n'y a probablement aucune des personnes qui, à l'époque, étaient impliquées, à part quelques exceptions, les gens qui, à l'époque, étaient impliqués dans le municipal ou dans le gouvernement du Québec sont probablement tous, depuis à la retraite, sont probablement ou en fin de carrière. Et on a probablement changé 90% des acteurs depuis 1999 et la situation demeure la même. Ce qui nous montre que le problème, c'est pas Valérie Plante, c'est pas François Legault, c'est pas Justin Trudeau, c'est pas tel bureaucrate quelque part, c'est le système lui-même et les règles que les élus ont générées qui engendrent toute cette situation-là. Tu sais, Valérie Plante, là, je ne sais pas quel âge elle avait en 1999, là, mais elle était loin d'être mairesse de Montréal. Puis pourtant, ce qu'il décrit sur l'empiètement des villes, puis le fait que les villes veulent s'investir de toutes sortes de missions de contrôle, puis de prendre de plus en plus de part dans le budget, c'était déjà là, avant même qu'elle puisse caresser l'idée d'être mairesse de Montréal. Oui, c'est des idées qui ont bonne presse au Québec. D'ailleurs, c'est toujours drôle. Je sais qu'on fait souvent la joke quand des gens de gauche, pour enchérir sur ce que tu dis, qui disent les médias ne nous écoutent pas, nos idées n'ont pas du tout de mise. Je m'excuse, mais c'est les mêmes choses que vous disiez en 99. On n'a rien changé. En fait, dans la liste des choses, j'avais changé de page pendant que je t'écoutais en même temps que tu parlais, mais j'avais cherché l'autre citation que j'avais trouvée absolument juteuse.
Mais il fait la liste des choses que les gens se plaignaient à l'époque. Les choses qu'ils se plaignaient. L'encombrement des roues et des routes par la pollution, l'étalement excessif, les infrastructures parfois excessives, souvent défaillantes, le problème urbain, la crise du logement. Il y avait une crise du logement, C'était il y a 25 ans. Là, il en parlait à cette époque-là, des choses qui étaient mentionnées. La nécessité du logement social, les problèmes posés. Mais là, après ça, lui, il répond. Il dit c'est plutôt un problème de réglementation énorme de construction dans les centres, dans les villes-centres, la non-tarification de la plupart des services, en particulier du transport routier, la construction d'autoroutes et voies d'accès aux frais de l'ensemble des contribuables plutôt que des utilisateurs, subventions aux services d'eau et d'égouts, réfection, dont le budget fédéral d'infrastructures et subventions au transport en commun, subventions à l'élimination et au traitement des eaux usées. Le gars, il disait, il donnait la même réponse que nous, mais tu vois qu'il combattait les mêmes animaux en 1999 que nous, on essaye d'expliquer aujourd'hui. Fait que quand tu entends nos amis de gauche, parce qu'on en a des amis à gauche, pas beaucoup, mais il y en a, qui disent qu'eux combattent un néolibéralisme qui domine, j'ai envie de dire, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est la même crise d'affaires que vous dites depuis 20 ans. Puis on vous répond la même affaire, puis vous sortez les mêmes choses. Puis, venez pas me dire que l'État a diminué de taille. L'État est à peu près aussi gros aujourd'hui qu'il était en 99. On n'est pas revenu à 1870. Là. L'État, il ne fait pas 3% du PIB, tabarnouche. Non, c'est ça. Écoute, j'ai le goût de lire, parce que moi, je l'ai en format numérisé, le livre, fait que c'est plus facile de le mettre à l'écran. Mais le chapitre 15, donc l'avant-dernier chapitre, parce que c'est de quoi qu'on dit souvent, là, la planification centrale, puis le fait que l'État, le politburo, puis tout ça, mais ça reste quand même un peu abstrait. Là. Mais pour vrai, pour moi, la manière dont il explique ça là-dedans, c'est quand même, pour moi, en tout cas, dans ma compréhension, ça a été un game changer. Fait que je vous en lis un petit passage. Il dit « Nous tenterons dans les prochaines lignes de montrer que même dans des conditions idéales où l'appareil politico-bureaucratique serait animé par des acteurs altruistes. Donc, même si vous élisiez les gens les mieux intentionnés, les meilleures personnes, parce que c'est un peu toujours ça le fantasme des étatistes, c'est de dire « Ouais, mais Legault, il est juste pas bon. » Quand ça va être PSPP ou quand ça va être Gabriel Nadeau-Dubois ou quand ça va être Marc Tanguay ou qui sais-je encore, là, ça va bien aller parce que nous, on a des bonnes valeurs, on n'est pas menteurs, on n'est pas corrompus, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Donc, lui, il dit, OK, prenons ce point de départ-là. Vous élisez les gens les plus altruistes possibles. Voués, je poursuis la citation, à la seule poursuite du bien commun, l'organisation centrale de la société reste une chimère. Même libérés des incitations perverses que les règles du jeu impriment aux politiciens, aux bureaucrates, aux groupes d'intérêt et aux votants, les décideurs publics seraient incapables d'appréhender et de traiter l'infinie variété d'informations et d'évaluations que la coordination sociale implique. La pensée collectiviste contemporaine, dans le monde francophone et au Québec en particulier, veut que l'homme ayant créé la civilisation et les institutions qui la sous-tendent puisse les changer à volonté. Ça, là, puis je vais continuer un bout après, là, ça fait vraiment penser à ce que tu disais quand tu disais, tu sais, des fois, il y a le poids de l'héritage. Tu sais, on ne veut pas être dans une position conservatrice caricaturale là, qui dit qu'il faut qu'il n'y ait rien qui change, puis on a des institutions qui sont là pour l'éternité, mais les institutions et ce qui a émergé dans l'histoire d'une société ou d'une civilisation, il y a des raisons, et ces raisons-là, c'est pas parce que quelqu'un a décidé un jour on va faire ça, c'est que ça a émergé, des fois je dirais même organiquement, là, pour toutes sortes de raisons. Et il dit, cette position implique que l'homme a consciemment et délibérément construit la civilisation en pleine connaissance de son plan. Et la civilisation serait le produit d'un grand projet de société. Qu'il aurait conçu et réalisé en pleine connaissance de ses origines et de son évolution. Pour atteindre un degré supérieur de civilisation, il suffit aux humains de mettre en œuvre les idées qui les guident aujourd'hui. Le 20e siècle a été le siècle des apprentis sorciers qui se sont emballés du pouvoir pour transformer la société d'en haut et qui ont tout gâché.
et pas seulement des tyrans qui ont été les Staline, les Hitler ou les Mao. Trudeau et Lévesque ont fait chez nous l'équivalent Mon d'un Dieu. qui ait trop lu la pensée de Fabien, de Roosevelt, le corporatiste, ou de Nixon, le régulateur, et de combien d'autres. Tous promettaient la libération et la prospérité, mais tous n'ont produit que contrôle et économie périclitante. Telle est la vision simpliste et fatale qui inspire l'intellectualisme courant. Tu sais, encore une fois, je répète pour nos auditeurs, je pense pas qu'on aurait pu écrire quelque chose de substantiellement différent si on voulait écrire ça aujourd'hui. Puis, pour ajouter à ce que tu viens de dire, ce que Miguel fait, là, c'est quelque chose que nous, on fait souvent aussi, c'est qu'il prend son argument de quatrième trio. Il se Exact. prive de la logique des choix publics. La logique des choix publics dit tu dois tenir compte du fait que les agents de l'État ne sont pas des créatures angéliques. Lui, il dit, garde, même si je n'inclus pas cette Ouais. Il caractéristique. dit, je vous l'accorde. Je Je vous vous l'accorde, l'accorde, vous avez élu le petit Jésus. Là. vous avez des anges, et la seule chose que je veux essayer d'imaginer, c'est est-ce que vos anges sont capables de tout savoir? Et si tu continues dans le livre, tu vas voir, puis les auditeurs, la personne dont je parle, ça va être Ludwig von Mises, qui écrit dans les années 20, moi, ce que je pense être son meilleur livre, c'est Socialism. Il ne met pas le sous-titre. Le sous-titre du livre, Jean-Luc, il ne le met pas, mais c'est Economic Calculation in the Socialist Commonwealth. Puis c'est le Economic Calculation qui est important parce que la chose qu'il faut comprendre, qu'on ne pourrait jamais planifier la société, c'est imagine que tu as deux choix. Puis on va y aller vraiment simple, tu dois construire une voie ferrée. Tu as le choix de construire la voie ferrée avec du titanium ou avec de l'acier. Techniquement et de manière d'ingénieur, le titanium fait plus de sens. Cette information-là, elle est objective et scientifique. Lequel des deux tu devrais utiliser, étant donné que c'était peut-être pas juste des voies ferrées à construire, mais beaucoup d'autres choses? Bien, ça, c'est une question économique. Et ça, c'est toute l'information qui va être dévoilée dans les prix. C'est-à-dire que, ben, si le prix de l'acier est 1/1000 de celui du titanium, pour exagérer, ben, et que le titanium sauve 2 vies de plus par année parce qu'il y a moins d'accidents ou de choses comme ça, mais que la différence, par contre, c'est que tu peux dépenser plus de ressources sur des hôpitaux, sur des routes, sur d'autres biens et services, ben, c'est les prix qui vont donner cette information-là. Puis pour l'instant, c'est simple parce que j'ai juste mis des voies ferrées, mais augmente, complexifie la société, ajoute un nombre quasi infini de dimensions de choses qui concernent notre bien-être comme personne. Comment est-ce qu'un planificateur peut tout résumer ça? Comment est-ce qu'il peut connaître toutes les connaissances scientifiques et toutes les pondérer ensemble? La réalité, c'est qu'il n'a pas cette capacité-là parce qu'il n'est pas omniscient. Il n'y a aucune personne qui est capable de tout collecter cette information-là, même s'il est bien intentionné. Et le point, c'est que c'est le système de prix, parce que, et surtout quand tu le répètes, parce que les gens peuvent continuer d'échanger, dévoile constamment de l'information sur la meilleure chose à faire. Pas parfaitement, il y a des imperfections au marché, mais il n'y a aucun système qui est aussi capable de se réactualiser fréquemment et d'intégrer autant d'informations que ça. Et ce que Jean-Luc fait, c'est qu'il prend juste cet argument-là, qui est le plus faible des arguments contre le socialisme, contre la planification centrale. Et non seulement il est suffisant, il est nécessaire et suffisant. Le reste, la théorie des choix publics, c'est juste une cerise sur le top. C'est juste la patate avec le steak and eggs. C'est juste le scotch avec le steak. Ça rend le tout bien meilleur. Mais le tout était déjà très bien. C'est ça. Un petit peu plus loin dans le chapitre, il fait l'application de ce qu'on a lu, de ce que Vincent vient d'expliquer au système de santé. Portez attention aux mots qui sont utilisés et pensez à ce que Christian Dubé nous a dit dans les derniers mois, dernières années. Ce qu'on appelle réforme de santé, dans le débat courant, reprend fidèlement chacune des étapes de l'utopie planificatrice encore à la mode au Québec. Passons sous silence le fait que la réforme se fasse sous le couvert de la décentralisation. Pour exercer son incidence bienfaisante, la décentralisation doit comporter la responsabilité entière des décideurs locaux,
aussi bien en matière de financement et de fiscalité qu'en matière d'affectation de ressources. Formuler des besoins qui seront ensuite refilés au financement de l'autorité supérieure et la négation de l'autonomie. Or, les régies régionales de santé n'ont que le pouvoir de recommander des gestes aux ministres. Au moment où ces lignes sont écrites, les groupes d'intérêt attendent anxieusement la sentence du Sphinx, qui est à Québec pour savoir ce qu'il adviendra de leur déploiement d'énergie aux instances régionales. Au mieux, le projet ne fait que déplacer la logique politico-bureaucratique au niveau régional. OK, je suis plus sûr que c'était une bonne idée, ce podcast-là. Là. De me rendre compte qu'on parlait de ça il y a aussi longtemps, puis que c'est... Bien. Mais je suis pas aussi... Là, je le sais que ça... Là, il y a la moitié de nos auditeurs sont en dépression. Là. Ben, j'aurais dû parier au début que tu allais dire quelque chose comme ça. Parce que c'est Non, mais moi, c'est pas littéralement de même que je le vois. prévisible chez Yann. Mais Ouais. moi, la chose ce que moi j'observe, c'est que s'il n'y avait pas eu des Jean-Luc Miguet, moi, je vais faire le contrefactuel. Il n'y a pas de Jean-Luc Miguet au Québec. Il n'y a que Pierre Lemieux. Ben, il y a une grosse talle de libéraux qui ne sont pas présents. Non, c'est vrai. Jean-Luc Miguet, c'est la deuxième veine libérale du Québec avec Gérard Bélanger. Puis Gérard Bélanger n'est pas exactement libéral, il est juste un économiste très pro-marché, mais je ne pense pas qu'il se définit comme libéral. Quoique j'ai déjà entendu des légendes de lui dans une salle de classe, Gérard Bélanger, pour les gens qui savent c'est qui de l'Université Laval, ils sont un peu plus vieux et qui ont été en économie là-bas. À un moment donné, quelqu'un qui disait quelque chose de stupide, il dit « T'es bien péquiste, toi! » Je retombe en amour. Fait que, tu sais, mais donc la deuxième veine de la pensée libérale au Québec, puis si j'avais été son étudiant, je pense qu'il m'aurait dit ça, puis ça aurait été vrai, mais j'aurais dit, je ne suis pas aussi péquiste que tu crois. Mais je sais Frank cherche la course, mais le point, c'est que sans Jean-Luc Miguet, cette deuxième veine de la pensée libérale au Québec, probablement que moi, je ne serais pas là. Parce que moi, un des gros déclics pour moi, ça a été ce livre-là. Ça a été Étatisme et déclin tranquille du Québec. Si tu me demandes, oui, je pense que j'en dois une grosse dette à Pierre Lemieux, mais en termes de compléter ma trajectoire libérale, ça a été Jean-Luc Miguet. Puis Jean-Luc Miguet, c'est aussi Germain Belzile. C'est aussi la petite gang qui a passé par l'ENAP. C'est pas mineur. C'est pas la plus grosse des Pierre ventes. Desrochers. C'est exactement. Puis Pierre Desrochers utilise beaucoup du stuff initialement que Jean-Luc fait. Ils sont proches. Donc, ces deux veines qui sont connectées, mais la réalité, c'est que tu enlèves Jean-Luc Miguet, puis je pense pas qu'aujourd'hui au Québec, tu as un contrepoids libéral. Puis là, je vais relayer un aspect d'une conversation privée avec que j'ai eu parce qu'Éric Duhem était de passage à DC. Et je lui ai dit, est-ce que ça te tente d'aller prendre une bière? On n'a pas réussi. Le timing ne fonctionnait pas. Mais on échange. Dans la conversation, on se dit, mon Dieu, que les choses n'ont pas autant avancé. Du moins, c'est ce qu'Éric dit. Puis moi, j'ai dit, non, moi, je ne suis pas d'accord. Depuis 2003, parce qu'Éric et moi, on se connaît depuis 2003. Tabarnak, que le temps a passé. Mais à l'époque, juste avant 2003, l'élection juste avant, en 98, la DQ, c'était pas un parti de droite, c'était un parti de centre, qui était juste comme c'était exactement de un, oui, mais aussi c'était le dépotoir du PQ et du Parti libéral. Parce que tout ce qui ne fitait pas dans ces partis-là allait à la DQ, mais ce n'était pas un parti de droite. Ouais. 2003, il a renoué avec cette identité-là en devenant la CAQ, d'ailleurs. Exactement. Ouais. 2003, l'ADQ est un parti de droite. Après, fin des années 90, il y a un mouvement intellectuel au Québec qui réussit à faire contre-pouvoir. Et je pense que si ça n'avait pas été là, s'il n'y avait pas eu les Jean-Luc Miguet de ce monde, je suis convaincu que l'État québécois est notablement plus gros qu'il ne l'aurait été autrement. Même, je ne pense pas qu'il y a d'épisodes couillards. Je ne pense pas qu'il y a d'épisodes de discipline fiscale comme on a vu à cette époque-là. Je pense qu'un État qui a une sensibilité à une gestion financière très rigoureuse des budgets québécois, tu penses que ça peut venir un peu de l'influence d'un Miguet? Il ne faut pas que tu t'oublies des fois la licence que ça peut permettre d'avoir quelqu'un qui te défend de l'autre côté ou qui te donne un peu de crédit pour tes idées.
tu te permets la licence en public de dire les choses que tu aurais dit. Ouais. Si on avait fait que, OK, là, on va sursimplifier pour les simplets comme Olivier Niquet et l'Iris qui nous écoutent. Si on avait fait de Carlos Letao puis Philippe Couillard le plus à droite que tu avais au Québec, je ne pense pas qu'ils se seraient permis de faire les choses qu'ils ont faites, notre Michelinance intellectuelle. Ils ne se seraient pas permis de faire les choses qu'ils ont faites, mais la réalité, puisqu'il existe des intellectuels libéraux au Québec qui défendent Plus des radicaux. choses plus radicaux, ben, au minimum, ça crée Ouais. On crée de l'espace pour eux autres. tu déplaces la fenêtre d'Overton pour qu'eux ne se sentent pas à l'extrême de la fenêtre. Donc, ça donne une licence à des gens qui sont à toute fin pratique. La différence, je pense, entre moi et Philippe Couillard est absolument minime. Je veux dire, pratico-pratique relativement à ce qu'il y a d'autres sur la sphère. On parlait le même langage. L'autre moitié, disons, la moitié la plus à gauche du Québec, la distance entre eux puis moi, puis entre Philippe Couillard puis moi, elle est pour eux 10 000 fois plus grande que celle entre moi et Philippe Couillard. Là. Je veux dire, les différences pour nous, c'est des détails technocratiques à la limite. Pas du tout une différence de direction, mais sans ça, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu autant, sans des Jean-Luc Miguet, sans des Pierre Lemieux, sans des gens comme ça, puis sans des livres, honnêtement, comme Étatisme et Déclin tranquille, je pense pas qu'il y a qu'il y a le même capital intellectuel libéral au Québec. Moi, je dirais deux affaires. Une sérieuse et une moins sérieuse. Je commence par la moins sérieuse. Donc, premièrement, on sait maintenant pourquoi... Ça veut dire une insulte, hein? Non, mais c'est parce qu'on sait maintenant pourquoi Éric Duhem a eu un malaise cardiaque. Si tu es allé le bourrer de steak and egg dans son passage à DC. On n'a pas mangé ensemble. Non, tu as bouché les artères, dis-le. Non, mais ça, c'était la blague. Mais le point que je ferais par rapport à ce que Yann a dit, c'est que le point positif de tout ça, c'est, moi, je pense qu'en grande partie, on reconnaît la qualité intellectuelle d'un travail quand ça, comme disent les anglophones, stand the test of time. Ou comme on dirait en bon québécois, ça a pas mal vieilli, ça. C'est ça, ça a pas mal vieilli. Mais tu sais, regardez ce que, je dis pas tout le monde à gauche, là, mais regardez ce que beaucoup de gens à gauche ont produit au fil du temps et regardez comment ça a vieilli, mais de manière absolument horrible. Ils ont commencé dans les années... démons. C'est ça. Mais tu sais, dans un premier temps... Le livre de José Legault. Dans un premier temps, tu as eu toute la mouvance freudo-marxiste qui essayait de faire la jonction entre le communisme puis la psychanalyse. Puis bref, tous des trucs que tu lis ça aujourd'hui, là, mais c'est d'un grotesque consommé. Là, la symbolique de l'argent est comme un symbole de l'excrément dans le développement de l'enfant. Puis, je ne suis pas des jokes que je vous raconte. Là. Vous irez voir c'est quoi le freudo-marxisme. Là. Vous allez... C'est des heures de rigolade. Et après ça, ils ont eu leur passage, ils ont eu des passages très dark là, à défendre des trucs qui n'ont pas de Christie d'allure. Te rappelles-tu qu'on avait passé la quote de Pierre Bourgault dans son discours pour la vice-présidence du Parti québécois? Ben oui. Puis il avait dit « Mao n'était pas respectable, il l'est devenu. Ho Chi Minh n'était pas respectable, il l'est devenu. » Un discours épouvantable sur lequel des gens se parlent encore. C'est ça, un discours sur lequel des gens se parlent encore. Ils ont défendu Cuba, ils ont défendu l'URSS, la Chine, toutes les... Puis à chaque fois, ils s'en sortent en faisant comme s'ils n'avaient jamais dit ça. Ben, les gens, les grands intellectuels libéraux du Québec, là, tu peux prendre des livres qu'ils ont écrits il y a 30 ans, il y a 25 ans, il y a 40 ans, et tout ce que tu as besoin de faire à peu près, c'est changer les noms dedans. Tu as juste besoin de... Si tu pourrais les rééditer en modifiant que les références temporelles, et je pense qu'on n'a rien à changer. T'sais, moi, je relis ce livre-là, je ne sais même pas ce que je peux changer dedans. Tu dis, OK, donc ça, finalement, ça s'est avéré complètement faux. Christy, c'est encore les mêmes idées, les mêmes discours. Puis, tu sais, des fois, tu te dis, ouais, hey, ces gens-là, là, ils ont vraiment changé. Ils disaient telle affaire en 2011, puis tu regardes aujourd'hui, c'est complètement le contraire. Or, tu regardes ce que des Pierre Lemieux, Pierre Desrochers, Michel Kelly-Gagnon, whatever, toute cette petite mouvance-là, ils disaient en 2003 ce qu'ils disent encore en 2024, à quelques exceptions près, mais essentiellement, pourquoi? Puis ça, c'est la preuve qu'on a gagné finalement la bataille des idées, peut-être pas en termes de nombre, mais en termes de véracité,
parce que Christy, le discours, il est encore bon 25 ans plus tard. Quand ton discours, après 1 an, il est déjà passé date, c'est que ce que tu disais, c'était pas si pertinent que ça. Oui, puis écoute, le nombre de fois qu'ils ont eu à écrire des choses pour essayer de faire éviter les mouroirs qu'ils ont défendus dans l'histoire, parce qu'il ne faut pas oublier que tu as beaucoup de gens au Québec qui sont des gens bien en vue, qui ont été des membres du FLQ, qui ont fait l'apologie du FLQ, des gens qui ont fait l'apologie du terrorisme séparatiste, qui ont aussi fait l'apologie du terrorisme. Trop dans le présent. C'est des choses qu'ils continuent de faire. Et... Ouais, comme le gars qui est caché à Cuba, là, comment il s'appelle, là, Jacques... Langto? C'est ça, Jacques Langto, hein, je pense que j'allais dire Rose, mais je pense que c'est Langto. J'oublie, je fais tout le temps une inversion entre les le deux. gars qui nous dit, il fait un texte par année dans le Journal de Montréal pour nous expliquer que la révolution cubaine, c'est extraordinaire. Du monde absolument respectable. Les Cubains, écoute, comme disait Coluche, les Cubains agitent fièrement les bras en agitant leur chaîne. Ouais, c'est surtout que quand tu t'en vas, c'est comme quelqu'un qui dit hey, c'est extraordinaire la Thaïlande ou je sais pas, le Laos. Ben oui, quand tu pars avec ton cash de Canadien ou d'Américain, puis tu vas dans un pays avec un niveau de vie 150 fois inférieur, c'est sûr que tu as l'impression d'être riche puis de bien vivre. La question qu'il faut que tu te poses, c'est les locaux, comment ils vivent ici. Là. Mais écoute, c'est la chose que on pense qu'on pourrait conclure là-dessus, mais quand même, dans ce que Miguel a dit, il y a aussi une autre chose, puis ça rajoute sur ce que toi tu dis. Être libéral, c'est des principes qui sont largement éternels. C'est-à-dire que c'est pas tant qu'on a une fade, c'est qu'on croit que, oui, il y a un État qui doit exister, il y a des fonctions que le marché et la société civile ont besoin du complément de l'État. Où est cette frontière entre la société civile, le marché et l'État? On a la difficulté à le dire, mais c'est là que les règles du jeu, parce que dans la petite clip de Miguel, tu as eu les contraintes, le rôle des constitutions, le rôle du fédéralisme, le rôle de toutes ces espèces de garde-fous qui existent. C'est là que tous nos espoirs reposent pour approximer une solution qui est supérieure, pas dans le culte du pouvoir, pas dans le culte de l'étatisme. Puis là-dessus, ce qu'on a dit ne vieillit pas, n'a jamais été jeune, n'a jamais été vieux. Ce qu'on a dit, c'est, je pense, une vérité éternelle. Écoute, je pense que c'est un bon hommage à Jean-Luc Miguet, une des figures. Tu sais, on se fait tout le temps attaquer là, que nous autres, ça a l'air qu'on n'aime pas le Québec, puis on est des ethno-masochistes, je ne sais plus trop quoi. Excusez-moi, là, mais dans ce podcast-ci, on a rendu hommage à des intellectuels québécois, puis on leur a donné des tribunes qu'il n'y a aucun, ou à peu près, nationaliste identitaire veut faire. Puis c'est pourtant des gens dont on devrait être fier. On devrait enseigner ces gens-là à l'école. Les gens qui vont à l'école là, au Québec, là, ils devraient savoir c'est qui Jean-Luc Miguet. Ils devraient savoir c'est qui Pierre Lemieux. Ils devraient savoir c'est qui... regarde, j'ai reçu son livre d'ailleurs. Ils devraient savoir c'est qui Marcel Boyer, avec qui on a fait une entrevue. Tous ces trucs-là, ça, tu devrais lire ça aussi. Peut-être à la place de lire Maria Chapdelaine, pour lire ça aussi au cégep. En fait, je préférais qu'ils lisent ça à n'importe quoi qui est lu dans... Écoute, prends le livre moyen de Éco-Société, puis remplace-le par Marcel Boyer. Ou par Jean-Luc Miguet. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, je veux dire, j'aime pas ça lancer des fleurs, là, parce que ça fait pas très humble. Mais honnêtement, je pense que ça paraît peut-être pas évident pour tout le monde, mais Christy, on fait quelque chose pour promouvoir la culture québécoise. Ça en fait partie, ça, que ça vous plaise ou pas. Ce sont des gens qui ont une production littéraire livresque impressionnante et qui sont pas assez connus, qui mériteraient d'être connus. En fait, un dernier truc. Ils sont connus. Juste pas au Québec. Il a fallu qu'ils quittent le silo. Parce que toi, tu appelles ça le dôme, mais moi, j'appelle ça le silo. Parce qu'un dôme, au moins, tu sais, tu peux te promener dans beaucoup, beaucoup plus de directions que dans un silo. Dans un silo, les directions sont assez limitées. Le silo québécois, quand ils l'ont quitté, ils ont reçu beaucoup de reconnaissance. Jean-Luc Miguet a reçu beaucoup de reconnaissance internationale. Pierre Lemieux, Pierre Desrochers. Pierre Desrochers. Pensez à l'histoire de Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, avant. Georges Saint-Pierre, c'est un Québécois. Avant
avant de réaliser ce que Georges Saint-Pierre faisait, Georges Saint-Pierre était reconnu partout au Japon. Au Québec, il se promenait dans les rues, personne ne savait était qui. T'es capoté. Ben, c'est Puis à un l'espoir. moment donné, on a compris. Là, on a compris, OK, Georges Saint-Pierre, c'est une vedette internationale. Là, c'était notre Georges Saint-Pierre. Puis la journée qu'il a pris sa retraite, tout ça, on a arrêté. Mais le gars est encore une vedette internationale. Là. Puis pour les Québécois, Georges Saint-Pierre, c'est pas grand-chose. Là. Moi, c'est histoire. Là, on parle d'un gars qui a un nom francophone. Imaginez tous ceux-là qui ont des noms anglophones. Moi, je vous l'ai dit, le fait que les gens ne savent pas que Gadsden vit au Québec depuis longtemps, là, ça m'épate. Là. Oh ouais, mais C'est un gars qui est dans la triumvirat là, de la gang. Tu sais, un article sur l'Immédiat qui nous dit là, que la droite punk est de retour. C'est une vraie droite punk anti-système, tout ça. Puis Gadsden est là-dedans. Là, il est à côté d'Elon Musk, il est à côté de Trump, il est à côté de Jordan Peterson. C'est un petit gars du Québec. C'est le nôtre. Là. Il est à nous autres. Là. Ah, il a déjà dit une joke que le monde n'a pas aimé. Ouais. Mais ça, la coupure entre les. Mais son nom n'est pas français. Ouais, c'est ça. Mais la coupure entre le monde anglophone puis francophone, ça, c'est un truc. Mais ce que je veux plus dire avec ça, c'est. Moi, je trouve, pour vrai, dans le trio économique, on fait un job d'intellectuel, mais on le fait pas d'une manière à l'intellectuel comme Miguel le faisait peut-être dans le passé. Le style collège classique un peu, que vous décriviez, tout ça. Oui, on a notre style, oui, on est différent, puis tout ça. Mais Christy, je veux dire, moi, là, les accusations comme de quoi qu'on est juste une gang de chialeux de notre côté de l'échiquier politique, on est juste des réactionnaires, tu sais, il n'y a absolument aucun fondement intellectuel dans ce qu'on fait. Je veux dire, c'est même pas que ça me pue au nez, c'est rendu, genre, c'est risible comme attaque qu'on va recevoir. On est les colons les plus éduqués de la province de Québec. Exact. Tu te rends compte, puis ce qui est le fun, c'est de découvrir quand même qu'il y a des gens qui l'ont fait avant nous autres, avec d'autres moyens, avec d'autres façons de faire. Puis ça a commencé il y a très longtemps. Puis cette culture-là des amoureux de la liberté au Québec, c'est le fun de voir qu'il y a des racines qui sont plus profondes que juste la radio de Québec en 97. Ça remonte à il y a plus longtemps que ça. Puis c'est le fun de voir ça, de voir qu'il y a vraiment une capacité, il y a un intellectualisme qui s'est développé au niveau du libéralisme au Québec, qu'il y a des têtes d'affiche qui ont fait une job, puis que là, au fil du temps, ils ont transféré le flambeau à d'autres personnes. Puis Vincent, t'en es un. T'en es un qui tient le flambeau depuis longtemps. Puis j'espère qu'il va en avoir d'autres. Oh oui. Parce que c'est le fun, t'es encore jeune, mais tu manges trop d'œufs puis trop de steak. Fait que tu t'offres peut-être pas si longtemps que ça. Ben écoute, faisons 2 commentaires, puis il faut qu'on close, parce qu'aujourd'hui, je sais qu'on ne fait pas de Patreon. Mais ça fait maintenant, je pense que c'est la plus longue période de ma vie que je vais au gym régulièrement. Donc, OK. J'y vais. Tu vas nous t'offrir 4-5 ans de plus, finalement. J'ai eu une sorte de wake-up moment avec un de mes enfants. Donc, je commence à me discipliner davantage. Donc, je le fais régulièrement. Donc, ça, c'est de 1, mais de 2 pour continuer de travailler. Mais ça, pour la transmission des idées, ma conjointe est en train de terminer la révision. Elle veut s'assurer que je ne dis pas trop de niaiseries. Le bouquin, il s'en vient. Il est presque prêt. Tous les textes sont faits. Donc là, c'est que le libéralisme en 80 idées. Exactement. Donc, la partie toujours un peu moins le fun de finir un livre, c'est-à-dire le tétage de détails, mais qui est absolument nécessaire pour la crédibilité, mais autour du libéralisme en 80 idées, malheureusement, ne sortira pas pour Noël. C'est pas dans l'univers du possible. Il est trop tard, de toute façon. Il est trop tard, de toute façon, avec Amazon Prime. Mais le but, c'est que le livre va rester dans des prix disponibles, donc accessibles pour tous. Ce ne sera pas un livre très dispendieux. Et donc, je continue de vous mousser que ça s'en vient très, 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 très bientôt. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça va être un excellent petit livre. Puis, une fois que c'est sorti, on essaiera de faire une petite tournée, mais aussi, c'est un hommage aux gens qui m'ont transmis ces idées-là, le livre, puisque Frank a vu ce qu'il a l'air. L'introduction fait la petite histoire, entre autres, de comment est-ce qu'il y a eu
une renaissance dans la salle de bain, comme tu disais au début, de chez Pierre Lemieux, une renaissance du libéralisme au Québec, dans une chiotte sur Outremont. Ah, Comme c'est tu disais. exactement ça. Ouais, est-ce qu'il vit à Montréal, lui? Non, il vit. Ben, je sais pas, moi. Voir que cet homme-là vit dans le dôme. Non, il vit à Québec. En fait, il était venu à mon lancement de livre. Quand je l'avais fait à Québec en 2013, il était là. Mon Dieu, il se fait plus qu'une décennie maintenant. Ah, ce serait magique. Essayez d'arranger ça. Ça serait un bon objectif pour 2025. Ben, on le ferait en personne si ça peut marcher. Ben oui, je ben sais oui, pas ben s'il y en a. Écoute, ça peut être difficile. 91 ans, ça peut être difficile. Ben, ça quand dépend même. dans quel état de santé il est, mais. Ben, Marcel avait été bon. Marcel était à quoi, 88? Non, un petit peu moins, je pense. Non, Marcel est dans ses 70. J'ai envie de dire. Sinon, s'il est. Non, je pense qu'il y a genre 82, 83 ou de quoi de même. Ouais. Pour les auditeurs, si ça vous intéresse, faites un commentaire. Ça va nous permettre de savoir s'il y a beaucoup d'intérêt pour une entrevue en personne. Puis moi, je vais lui envoyer un courriel dans tous les cas, anyways, avec l'émission. 81 ans, Marcel Boyer. OK. C'était pas mal là. Bon, ben merci tout le monde d'avoir été là. Comme vous avez vu, il n'y a pas de partie Patreon là, pour les membres. Donc, c'est ça. On approche de Noël, on enregistre plus de podcasts que d'habitude, puis on commence à avoir un petit peu moins d'énergie dans la réserve. C'est pas une canisse à courage qu'on a, c'est une canisse à énergie. Donc, moi, je vais aller prendre un peu de fromage en crotte pour me redonner un peu d'énergie. Et on se reparle la semaine prochaine. Squick, tout le monde. Squick, tout le monde. Arrête.